Bonjour, j'ai le goût de vous lire un article qui a été publié par le Centre d'archives régional séminaire de Nicolet. Je vais mettre le lien en description. Crédit donné à crédit est dû. Ça a été publié en 2020. Je dirais pas pourquoi. Que j'ai été emmenée à lire ça. OK? Ça fait partie des... on donne pas tout à tout le monde, n'est-ce pas? Mais c'est dans mon processus à moi de le lire, alors pourquoi pas vous le partager. Le fils de Louis XV, inhumé à Bécancour, c'est le titre. Décidément, l'onde de choc de la Révolution française a connu des répercussions jusque chez nous. Alors qu'elle déversait quelques dizaines de prêtres réfractaires sur les rives du Saint-Laurent, plusieurs nobles français émigraient vers les États-Unis et le Canada afin d'échapper à la répression. Bon nombre de ces immigrants entrèrent au pays sous de faux noms. Il devint alors assez facile pour certains d'entre eux de conserver leur identité d'emprunt. Pas étonnant alors que quelques mythomanes en profitent pour laisser planer volontairement un voile de mystère sur leur véritable provenance. C'était le cas pour le prétendu séjour du duc de Caulaincourt à Baie-du-Fer, auquel nous consacrions récemment une chronique. Cela semble aussi vouloir se reproduire, quoique de manière plus discrète, pour un personnage aux origines mystérieuses ayant résidé à Bécancour au début du 19e siècle. D'après certains documents d'archives du CAR, l'orfèvre Jean-Baptiste de Carafe, qui s'installa, dis-je, en cette municipalité en 1799, serait nul autre que Jean-Louis Bourbon, fils naturel de Louis XV. Selon l'abbé et l'historien A.H. Gosselin, Jean-Louis Bourbon, alias Jean-Baptiste Descarafes, serait rentré au pays costumé en prêtre en 1795 en compagnie de Claude-Gabriel Courtin, futur curé de Gentilly. Decarafe se serait préalablement établi dans la région de Chambly pour y exercer son métier d'orfèvre. Il épousa une dénommée Marie-Louise Côte-Noire, avant de venir s'installer à Bécancour avec sa famille en 1799, où il continua de pratiquer son métier jusqu'à son décès en 1813. J'ai fait le calcul, il serait décédé à 51 ans. Toujours selon l'historien, seule l'épouse de Descarafes et l'une de ses filles auraient été mises au courant de son secret. La première, probablement, à cause de la franchise et de la confiance mutuelle que se doivent deux époux. La seconde, en recueillant les confidences d'un père à l'agonie. À l'instar de l'époux et du père, les deux femmes n'auraient accepté de divulguer ce secret qu'à l'heure de leur trépas. C'est seulement en 1882, suite à l'inhumation au cimetière de Saint-Vallière d'une dame âgée de 92 ans prétendant s'appeler Louise de Bourbon, qu'on commença à s'intéresser récemment à cette énigme. Selon le curé Brunel, aumônier de la paroisse, cette dame aurait affirmé sur son lit de mort que son père était le fils naturel de Louis XV. Ce genre de confidence formulée au seuil du trépas laisse perplexe. Qui oserait mentir d'un moment aussi solennel? D'autant plus que le curé marquis de Saint-Célestin affirmait déjà en 1862 avoir inhumé en sa paroisse une dame âgée qui aurait prétendu, elle aussi, juste avant de mourir, être la veuve d'un Bourbon.
Tous les documents d'archives relatifs à cette affaire semblent se référer au texte publié par l'abbé Gosselin dans le Bulletin des recherches historiques en février 1903. En voici un extrait. Citation. Jean-Louis Bourbon passa incognito au Canada et y vécut sous un nom emprunté, pratiquant l'humble métier d'orfèvre dans quelques paroisses de la vallée de la rivière Chambly, où il se maria. Plus tard, il vint se fixer à Bécancour, où il mourut en 1813. Une de ses filles est décédée à un âge très avancé et fut inhumée à Saint-Valère. Son père ne lui avait raconté son histoire que dans les dernières années de sa vie et en fit elle-même confidence à son curé avant de mourir. La vieille mentionnait surtout le fait qu'on avait coupé le cou à un de ses parents, Louis XVI, parce qu'il y avait du train par en haut. Je tiens ces détails du vénérable prêtre lui-même qui l'assistait à ces derniers moments. Apparemment, Descaraffe demeura remarquablement discret tout au long de sa vie. Rien de son modeste quotidien, ni de son comportement ne permit jamais de croire qu'il possédait des ascendants royaux. Il ne laissa jamais planer aucune ambiguïté sur sa naissance, ni sur son métier d'orfèvre. L'émotion atteint des hauts niveaux face à l'agonie d'un être cher. Si les propos d'un mourant demeurent relativement sacrés, cela n'empêche pas un esprit fiévreux de divaguer. Certains propos nébuleux peuvent être interprétés selon la convenance des personnes présentes au chevet du moribond. On peut y formuler des serments qu'on acceptera de trahir uniquement au moment de sa propre mort. Or, un secret n'est pas forcément une vérité. Des recherches assidues afin de retrouver un descendant de Louis XV, répondant au nom de Jean-Louis Bourbon, né en 1762, dis-je, sont demeurées vaines. Toutefois, un acte notarié retrouvé parmi le dossier de recherche consacré à Jean-Baptiste Descaraffe vient contredire la rumeur de son arrivée au pays en 1795. Il s'agit d'un contrat de vente de terrain entre Jean-Baptiste Descaraffe, vendeur, et Ézéchiel Hart, acquéreur. Acte rédigé par le notaire Charles-Claude Pratt de Trois-Rivières le 27 juillet 1802. Ce document officiel précise que M. Descaraffe cède tous les lots, citation, tous les lots par portion ou quantité de terre qui lui seront ou pourront être accordés par sa très gracieuse majesté pour reconnaissance de ses services pendant la guerre des Américains. Fin de la citation. Soulignons que la guerre d'indépendance américaine s'est échelonnée de 1775 à 1783. Ce document officiel semble donc apporter une preuve irréfutable que Jean-Baptiste Descaraffe se trouvait déjà en Amérique lors de ce conflit. Si tel est le cas, il ne pouvait donc pas, comme on l'a avancé, avoir fui la Révolution française, puisque celle-ci débuta le 14 juillet 1789. L'acte notarié de 1802 vient donc contredire les révélations posthumes de l'épouse et de la fille de Descaraffe. Si on ne peut douter de leur sincérité, il est tout de même permis d'en questionner l'authenticité. Alors voilà, en vous remerciant de votre écoute.